Dacier Bendouté, au-delà du grade de capitaine des deux leaders de ces deux révolutions, je vais parler du capitaine Sankara pour la RDP et du capitaine Traoré pour la RPP, il y a aussi peut-être des similitudes au niveau des piliers majeurs sur lesquels sont posées ces deux révolutions-là. Oui, merci. Je pense que quand on prend en ce qui concerne la question de la révolution, il faut dire que du point de vue historique, c'est une continuité. C'est une continuité en ce sens que le président Ibrahim Traoré est l'héritier du président Thomas Sankara. Parce que le président Thomas Sankara, lui aussi, est l'héritier de toutes ces luttes révolutionnaires qui se sont passées au Burkina Faso et que ça va arriver à leur tour. Comme le disait Laurent Gbagbo, on allait connaître une révolution et dans 5 ans et 2 ans plus tôt, la révolution est arrivée. Et après Thomas Sankara, quand on a regardé, on a vu l'évolution du pays, tout le monde était convaincu que le Burkina allait connaître une révolution. Et on a vu les événements de 2014, l'insurrection. Après l'insurrection, tous les observateurs savaient que ce pays-là allait basculer. Et voilà encore, on arrive au MPSR 1 et aujourd'hui on est au MPSR 2 et on est en RPP. Donc il y a une similitude. Et maintenant, cette similitude, c'est quoi? C'est cette question de responsabilité populaire, que le peuple prenne conscience qu'il peut se battre par lui-même. Deuxièmement, il y a cette question de souveraineté qui est là et aussi cette volonté politique qui vient encourager les peuples à aller de l'avant. Et quand on regarde aussi, il y a le style de communication, il y a aussi le rapprochement des deux capitaines, c'est-à-dire quand on regarde la jeunesse et la vision et même la question même de volonté dans le commandement de l'armée. Quand on regarde l'impact de Thomas Sankara dans l'armée burkinabé, dans l'armée en son temps, on regarde aussi le président Ibrahim Traoré, son commandement dans l'armée qui l'a amené aujourd'hui à être président. Et cette réorganisation de l'armée en si peu de temps, il y a des similitudes parce que c'était les mêmes efforts que Thomas Sankara avait fait parce que le CNR a rompu avec l'ordre militaire, l'ordre administratif ancien. Et aujourd'hui, on voit qu'effectivement, c'est une continuité. Il y a aussi cette question de patriotisme avéré. Ce sont deux leaders qui sont très patriotiques. Ce sont des patriotes qui veulent vraiment que leur pays avance et dans des contextes différents. Vous voyez qu'aujourd'hui, malgré la guerre, on voit que cette conscience populaire va venir aussi soutenir le président Ibrahim Traoré. Et vous voyez encore le Burkina refait son nom sur la scène internationale. Donc pour moi, il y a une réelle similitude. Et aussi, quand vous regardez dans cette question de révolution, c'est le fait que le peuple est toujours au rendez-vous. Le peuple burkinabé est toujours au rendez-vous de ces révolutions. Le peuple burkinabé a toujours cru en ses leaders. Maintenant, c'est au niveau de l'interne, c'est-à-dire l'élite, la sphère de l'État, qu'il y a des influences et finalement, il y a des trahisons. Et vous avez vu que si, en tout cas, le peuple, quand on prend les Wahiyans et les Birse, tous ces mouvements avant-gardistes, pas avant-gardistes, qui ont surgi et qui protègent aujourd'hui le pays, qui protègent aujourd'hui le gouvernement, vous voyez qu'à chaque moment, il y a en tout cas cette volonté du peuple de protéger ses leaders. Et on voit aussi qu'il y a cette volonté externe de vouloir diviser les gens de l'intérieur. Donc pour moi, il y a aussi cette similitude dans la trahison. Il y a cette similitude dans la trahison et chacun doit se poser des questions. Pourquoi tous nos bons leaders en Afrique ont toujours été tentés ou assassinés par nous-mêmes? Et c'est là qu'il faut poser la fondamentale question aux différents leaders et aux Africains, surtout aux militaires. Parce que vous voyez aujourd'hui le problème de notre pays. On est dans un pays, les gens ne veulent pas en parler. Mais nous sommes dans un pays où aucun président n'a pris le pouvoir et il est descendu dans la paix. Et moi, j'ai toujours interpellé sur cette question afin que les gens réfléchissent pour savoir comment revigorer notre pays. Mais comme les gens ne sont pas dans les profondeurs, chacun veut manger, chacun veut créer des problèmes, aucun ancien de ce pays, aucun intellectuel de ce pays n'a abondé dans le même sens. Et on pense que non, en réalité, même Dacier divise. Donc, ça vient nous poser cette question. Maintenant, je termine avec une proposition. On a vu les célébrations. Moi, je m'adresse ici au président Ibrahim Traoré. Je m'adresse à toutes les associations. Je m'adresse aux chefs traditionnels, aux autorités religieuses, c'est-à-dire les autorités chrétiennes, les autorités musulmanes, à tous les anciens militaires et au commandement militaire. On doit s'asseoir dans ce pays et réfléchir sur comment on doit passer cette étape. On fête le 43e anniversaire. Dans 7 ans, il sera 50 ans.
en tant qu'Africains, spécialistes des rites funéraires et des rites initiatiques, les rois de ce pays m'écoutent, c'est eux les détenteurs de l'âme de ce pays. Il faut qu'on passe à une rencontre où le président va parler, ces gens-là vont se parler et qu'on passe à une organisation de funérailles pour Thomas Sankara. Et revoir comment les conséquences qui se sont suivies à Koudougou, que nos frères militaires qui ont été enterrés dans les fosses communes, dans une fosse commune, on leur redonne des vies. Il faut qu'on revigore ce pays. Moi, c'est ma préoccupation pour que les anciens, surtout les rois, je dis bien les rois de ce pays, qui sont les détenteurs de l'âme du pays, doivent discuter avec le président Ibrahim Traoré et surtout avec la famille Thomas Sankara. Il ne faut pas que 50 ans nous atteignent dans cette affaire. On va être à 2 générations sans funérailles. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bon pour le pays, ce n'est pas bon pour les familles. Donc ma proposition pour cet anniversaire, il ne faut pas que 50, les temps passent vite. Regardez tous ceux-là qui étaient jeunes, qui sont devenus vieux. Nous qui sommes sur le plateau, on avait quel âge? Faisons des funérailles, discutons et on ferme cette parenthèse. Et le peuple aussi a besoin de connaître les enfants de Thomas Sankara. Regardez, depuis là, on n'arrive pas à mettre une image sur les enfants du président. Et aussi, ils ont besoin d'être libres. C'est-à-dire que, en tout cas, voir qu'ils sont, leur pays les aime, leur pays veut les voir. Avec d'autres enfants de ce pays, on va continuer à lutter pour notre pays. Donc moi, c'est cette proposition que j'ai pour le président du Faso et les rois du Burkina Faso. Martin Savadogo, dans son argumentaire, il est revenu sur un aspect assez important, la prise de conscience du peuple. Est-ce que, à ce niveau-là, 1983 et 2025 se ressemblent? Ou est-ce qu'en 2025, il y a une prise de conscience du peuple beaucoup plus affirmée? Merci beaucoup. En fait, là, au niveau de la prise de conscience du peuple, pour le moment, la prise de conscience n'est pas affirmée. La prise de conscience n'est pas affirmée, sinon, cette révolution aurait été plus en sécurité. Mais malheureusement, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Parce que le plus souvent, dès qu'il y a un changement de gouvernement ou de régime, la plupart de ceux qui accourent, c'est surtout pour leurs propres intérêts. Et plus ils vont se rendre compte que le gouvernement ne va pas dans leur sens, plus il y aura des oppositions. Donc c'est l'incapacité des uns et des autres à mettre l'intérêt de la patrie, l'intérêt de la nation, l'intérêt de l'État au-dessus des intérêts individuels et personnels qui fait que nous sommes toujours dans un perpétuel recommencement. À chaque fois quand vous analysez, il n'y a pas un vrai problème idéologique. Il y a surtout des problèmes personnels. La révolution de 83 a été interrompue par les acteurs eux-mêmes de la révolution. C'était un coup d'État interne. Personne ne pouvait imaginer, même si à l'extérieur, les gens savaient ce qui allait se passer, mais on ne s'attendait pas à un dénouement aussi tragique. Bien que, aux premières heures de la rectification, on a dit que c'était une continuité, mais il fallait rectifier pour aller dans une autre façon de gouverner. On s'est très vite rendu compte que les nouveaux acteurs, chacun est venu pour se remplir les poches. Et tant que la politique en Afrique va rester le meilleur moyen pour s'enrichir, nous serons toujours dans une insécurité permanente. Et c'est un peu partout en Afrique. Quand les gens accourent, c'est pour chercher des postes, c'est pour avoir des nominations, c'est pour se remplir les poches. Et malheureusement, tant que ça sera comme ça, l'intérêt du pays, l'intérêt des masses va être relégué en second plan. Est-ce que l'élément majeur, parce qu'il y a un élément nouveau en 2025 quand même, c'est Internet et les réseaux sociaux qui font qu'il y a une communication à outrance. Dacier a cité les BRC, a cité les Waïa. Est-ce que cet élément-là n'est pas de nature à être un game changer, c'est-à-dire en termes de prise de conscience populaire, comme vous l'avez dit, pour sécuriser la révolution, est-ce que ces éléments n'ont pas joué un rôle majeur pour qu'il y ait une différence assez nette? Oui, c'est vrai qu'il y a des organisations. Même si le BIRC est une organisation spontanée qui est née pour soutenir la révolution dans les volets communicationnels, dernièrement, lors de l'intervention du ministre de la Communication, c'est le ministre de la Culture, il a dit que tous les agents doivent être des relais de communication. Au début du MPSR 2, on a vu des journalistes dire qu'il n'appartenait pas aux journalistes de soutenir un régime.
parce qu'il y a la déontologie du journalisme, et ainsi de suite. En réalité, il y a certaines choses que souvent nous n'avons pas comprises. Ce que nous n'avons pas compris, c'est quoi? C'est que l'intérêt supérieur de la nation doit être au-dessus de toute considération. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin de dire aux uns et aux autres qu'il faut communiquer. On n'a pas besoin d'appeler les cadres de l'administration publique à communiquer. Malheureusement, cette communication reste encore timide. Elle reste très, très timide. On ne sent pas un vrai engagement. Et heureusement d'ailleurs, parce que la grande différence entre la RDP et la RPP, c'est que le président Sankara voulait aller très vite. Dès le 4 août, il a proclamé tout de suite, immédiatement, la révolution. Le président Traoré a mis au moins 2 ans d'observation avant de proclamer la révolution. S'il l'avait fait immédiatement, ça n'allait jamais marcher. Les gens allaient se rébiffer. Deuxièmement, dans la méthodologie, on se rappelle du discours du président Sankara à Tenkodro, où il interpellait l'évêque, l'imam, le pasteur, où il disait que tout le monde doit mettre la main dans la pâte. Le président Traoré ne fera jamais ça. Il procède autrement. C'est-à-dire que, à son niveau, au niveau même de la présidence, il crée les organes et les institutions qui vont porter sa vision. Et c'est au regard maintenant des résultats que les autres vont suivre. Voilà pourquoi, au départ, Faso Mebo, au lieu de la loger au niveau d'un ministère, c'est loger au niveau de la présidence. Parce que la grande difficulté, c'est quoi? Quand vous êtes un leader avec une certaine vision, il est quasiment impossible que par des explications, vous arrivez à convaincre les populations d'adhérer. Ce n'est pas possible. Vous êtes peut-être à 30, 40 ans en avance. Donc il faut procéder pour qu'ils voient comment ça se passe avant que les gens adhèrent. Malheureusement, dans cette dynamique également, on porte atteinte à ce que des gens appellent leur intérêt. Il ne peut pas se passer une semaine, par exemple, sans que la douane, qui est à féliciter, n'appréhende des commerçants qui sont en train de se livrer au trafic, qui sont en train d'amener des produits prohibés. Mais tous ces gens-là, c'est quoi? C'est pas qu'ils n'ont pas compris que c'est interdit, mais ce qui les intéresse d'abord, c'est leur intérêt. Et la lutte contre la corruption, ce n'est pas porté vraiment par tous les ministères. Alors qu'il faudra que ce soit porté par tous les ministères et qu'on tende vers vraiment le niveau zéro corruption. Donc, le président Traoré a compris que ce n'est pas nécessairement tout le monde qui peut être révolutionnaire du coup. Dans un premier temps, il faut partir avec ceux qui ont compris et progressivement ça va venir. Et c'est là la grande différence avec le président Traoré et Cheikh Sankara qui voulait que tout le monde soit révolutionnaire. C'est pas possible. C'est pas possible. Tout le monde ne peut pas être révolutionnaire, Karim Diallo. Du coup. Bon, je ne vais pas lui emprunter ces mots, mais je dois préciser qu'entre la révolution progressiste populaire et la révolution démocratique populaire, il y a des similitudes du point de vue de la doctrine politique, mais il y a des différences quand même du point de vue de l'ancrage institutionnel. Doctrine politique, alors voilà. Du point de vue de la doctrine politique, il faut préciser que le contenu du discours d'orientation politique est plus ou moins similaire au contenu du manifeste de la révolution progressiste populaire. En termes de politique étrangère, en termes de politique économique, en termes de politique agricole et de politique sociale. Voilà. Si vous prenez par exemple la politique étrangère, il y a la question de la diversification des partenariats, parce que quand le capitaine Thomas Sankara est arrivé, il a commencé à développer donc des relations internationales avec d'autres puissances qui n'étaient pas inscrites à l'agenda des pouvoirs politiques auxquels il a succédé. Voilà. Il y a aussi la question de l'autosuffisance alimentaire, où le capitaine Thomas Sankara estimait qu'il fallait manger à sa faim. Et cette doctrine, cette politique est reprise à travers l'offensive agro-pastorale et halieutique, par exemple. Et enfin, il y a la question du contenu local. Consommons ce que nous produisons et produisons ce que nous consommons. Je pense que ça aussi, on peut considérer que c'est commun aux deux révolutions. Voilà. Maintenant, du point de vue de l'ancrage institutionnel, bien évidemment, il y a des différences. Parce que sous la révolution du 4 août 83, le Burkina Faso n'avait pas de défi lié à l'intégrité du territoire. Ce qui est aujourd'hui une réalité. Ah oui, c'est une différence majeure. Et ça, c'est une différence majeure parce que le capitaine Thomas Sankara avait pour seule vocation de développer des politiques qui puissent développer le pays. Mais la question de la défense nationale et de la sécurité intérieure, bien que figurant parmi les politiques publiques, n'occupe pas une place de choix ou en tout cas une place stratégique telle que nous l'observons aujourd'hui. Deuxième élément de différence, il y a le fait que sous le CNR du capitaine Thomas Sankara, il y avait donc les ordonnances
qui était donc pris par le chef de l'exécutif, c'est-à-dire que le président Thomas Sankara, le président du CNR, cumulait donc entre ses mains à la fois le pouvoir exécutif, c'est-à-dire le pouvoir réglementaire, mais aussi le pouvoir législatif. Alors qu'aujourd'hui, quand même, on a une assemblée législative du peuple qui vote les lois plus ou moins de façon régulière et conformément à la doctrine de la RPP. Et enfin, un dernier élément qu'il faut prendre en compte, c'est le fait que la chefferie coutumière, qui était considérée comme des forces rétrogrades, voilà, des gens qui sont des contre-pouvoirs. Aujourd'hui, quand même, on a pu les remettre à l'intérieur de la République avec la loi Boukaouré qui les permet d'agir pour régler des conflits mineurs, entre guillemets, et pouvoir donc assister donc, le pouvoir judiciaire. Donc, il y a une certaine autonomie qui les a été conférée, même si j'avoue qu'il y a quand même toujours des réglages, des réajustements à faire. Voilà, en termes d'émolument, en termes donc de rétribution. Parce que, comme vous le savez, si les chefs coutumiers doivent vraiment faire leur affaire, ça veut dire que il ne peut plus. Ce n'est pas des fonctions qui sont compatibles avec d'autres fonctions. Voilà. Donc il faut travailler peut-être à assainir, à aller trouver des émoluments pour qu'ils soient vraiment à la hauteur. C'est pour dire que vraiment il y a des similitudes, il y a des différences, mais en tout état de cause, la révolution dépend du capitaine à bord. C'est lui qui imprime la marque, pour peu qu'il ait le pragmatisme et la modestie nécessaires pour réajuster les choses. Je pense qu'aujourd'hui, il a un avantage comparatif par rapport au capitaine Thomas Sankara. Il n'apportait pas de très grande importance à sa sécurité. Mais je vois que lui, sur ce point, il est plus rigoureux que le capitaine Thomas Sankara. Du moins, voilà, il semble plus rigoureux. Pour ce qui nous est donné de voir, de constater en tout cas. Et deuxièmement, il y a le fait que la technologie de l'information et de la communication facilite la transmission du message présidentiel, ce qui n'était pas le cas au moment où le capitaine Thomas Sankara était au pouvoir. Et je me rappelle cette anecdote où, lorsqu'il a été tué, les gens ont appris, il y a d'autres qui ont appris 2 jours, 3 jours après qu'il a été tué. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, quand même, l'information est assez instantanée. Et dès qu'il y a des mouvements, l'information est vite passée. Mais en tout état de cause, le pouvoir est divin, c'est Dieu qui donne le pouvoir, c'est Dieu qui le retire. C'est pour ça que quand il vous le donne, il faut mettre toutes les chances de votre côté, être un bon père de famille, être juste et puis être équitable et travailler à faire en sorte que même les enfants égarés, entre guillemets, de la République puissent revenir à l'intérieur de la République. Ce qu'on peut encore récupérer. À la construction, oui, bien sûr, dans la limite du récupérable. Parce que comme vous le savez, ce n'est pas tout le monde aussi qu'on peut récupérer. Voilà, mais c'est de rester un bon père de famille. Parce que chez nous, les Moussins, on dit que le chef, c'est la poubelle. Voilà, chacun, celui qui se lève, c'est vers le chef qu'il va. C'est de rester focus sur sa ligne directoriale et de faire vraiment des aménagements en interne pour nous permettre d'atteindre ces résultats, parce que c'est le plus important. Lorsque vous êtes au pouvoir, c'est la satisfaction de votre peuple qui constitue votre meilleure récompense. Et c'est le peuple qui constitue en fait le bouclier d'un dirigeant. Ce n'est pas des acteurs extérieurs, c'est le peuple. Si le peuple est satisfait, vous allez voir que vous n'avez pas de problème. Si le peuple commence à s'impatienter sur un certain nombre de choses, vous allez voir que vous allez avoir des soucis. Donc c'est de travailler à garder la tête sur les épaules, mettre en œuvre de façon courageuse les réformes qui sont entreprises, écouter le peuple, prévoir une justice sociale assez large, en comptant sur les chefs coutumiers, mais en comptant aussi sur la justice classique rénovée à la lumière de la Révolution, et faire en sorte que tout ce qui peut être réglé du point de vue institutionnel le soit du point de vue institutionnel. Et pas par d'autres canaux extra-institutionnels. Alinada. Je crois qu'il faut donner raison à ceux qui disent que la RPP est une continuité de la RDP. Mais comme il a dit, il y a des similitudes comme des différences. D'abord, le contexte. La révolution de Thomas Sankara de 1983 est intervenue au moment où le monde était divisé en 2 blocs, le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Entre les deux, il y a ce qu'on appelle les non-alignés, qui étaient quand même des gauchistes. Ensuite, l'avènement de Thomas Sankara, la révolution de Thomas Sankara a une connotation idéologique assez marquée. Parce que comment le capitaine Thomas Sankara est venu? Il est venu non seulement par l'appui de l'armée, des jeunes officiers qui ont été idéologiquement formés par la politique gauchiste, et ensuite soutenus par des partis politiques tels que le PAI, l'ULC de Sommet-Valais, le PAI de Touré, et c'est... Souman Touré. Pas Souman Touré, Adama Touré, si je m'abuse, lycée de la jeunesse, Adama Touré. Ensuite, Souman Touré. Donc, cette révolution a une connotation idéologique gauchiste. Alors que la révolution du capitaine Ibrahim Traoré est venue pour répondre à une question urgente dans un contexte particulier, au moment où le Burkina Faso était en train de tomber, au moment où les gouvernants antérieurs, face à l'île terroriste,
n'ont pas pu apporter la réponse appropriée. Donc, des jeunes officiers ont pris leurs responsabilités pour venir restaurer l'autorité de l'État burkinabé. Donc, ces deux contextes-là diffèrent. La similitude fondamentale, c'est que les deux révolutions ont pour fondement le peuple, la révolution démocratique populaire et la RPP. Vous voyez que le terme populaire fait référence au peuple. Ça veut dire que cette révolution ne peut pas se réaliser sans le peuple. L'orientation est donnée par l'élite, par les autorités, mais l'action, l'impulsion est donnée par le peuple. Donc il faut que cette révolution-là soit une révolution volontariste. Sous Thomas Sankara, au moment où il n'y avait pas suffisamment de moyens de communication, je crois qu'il y avait cette politique ou cette tendance volontariste du peuple burkinabé à accompagner la révolution, sans contrainte majeure. Mais avec notre révolution, je ne dirais pas qu'il y a une contrainte, il n'y a pas... Mais je crois que le contexte même s'imposait, demandait à ce que le peuple burkinabé abandonne ses anciennes pratiques et se mobilise dans le cadre effectivement de la reconquête de notre territoire. Et à ce niveau, vous avez vu qu'il y a une loi sur la mobilisation générale qui avait été votée. Vous avez vu tout un ensemble de textes qui ont été votés pour effectivement canaliser le peuple burkinabé qui, à un certain moment, et il faut avoir le courage de le dire, il y a eu un laisser-aller après 1996 jusqu'à l'avènement de cette révolution. Il y a eu un laisser-aller du point de vue comportemental. Raison pour laquelle il fallait trouver les voies et moyens pour permettre à ce peuple burkinabé-là de pouvoir se remobiliser et de se mettre effectivement en ordre de bataille, d'où la nécessité effectivement, d'où le terme de la transformation ou de la fabrication de notre type de burkinabé. Donc c'est à ce niveau qu'il faut voir les similitudes de cette révolution. Sur le plan institutionnel, il a tantôt parlé, sous Thomas Sankara, on n'a pas parlé on ne parlait pas d'ALT, on ne parlait pas d'autres choses. Sankara cumulait quand même un certain nombre de pouvoirs entre ses mains. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut noter, c'est que ces deux révolutions-là ont effectivement pour objectif, ou ont eu pour objectif effectivement de transformer l'homme noir, de donner une image, autre image à l'homme noir, de changer la perception, même au-delà de nos frontières, par les impérialistes qu'on qualifie, parce qu'à un certain moment, après la politique de domination de 1900, après la première guerre jusqu'en 1960, vous avez vu qu'effectivement, après cette guerre-là, il y a eu une prise de conscience au niveau de l'élite africaine, effectivement dans le sens de se mobiliser pour les indépendances africaines. Et même après les indépendances, vous avez vu que l'impérialisme, ou en tout cas les colons, après avoir octroyé cette soi-disant indépendance sur papier, ont mis des mécanismes pour effectivement exploiter nos ressources et continuer d'exploiter, si bien qu'aujourd'hui, malgré nos 60 ans d'indépendance, nous sommes toujours à la case de départ.